Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Vous avez la parole, Monsieur le ministre des Collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables députés, Messieurs les ministres, c'est toujours avec un honneur et un plaisir que je me retrouve devant cette Assemblée, devant les représentants du peuple, pour parler des questions essentielles et extrêmement importantes. Mon plaisir est d'autant plus important que nous parlons des territoires, nous parlons également de nos terroirs. Quand on connaît l'histoire de l'Alliance pour la République, de son Excellence le Président Macky Sall, qui avait un projet de société et un programme qui, dès la création de son parti, a installé tous les leviers que nous voyons aujourd'hui au Sénégal ont été identifiés depuis la création de l'Alliance pour la République. Une démarche scientifique qui a permis donc d'installer tous les leviers, tous les projets et programmes qu'on voit aujourd'hui autour de l'aménagement de nos territoires. C'était la première priorité. Faire du Sénégal, en le divisant en plusieurs pôles de développement, ceux qui visitent aujourd'hui le programme Yoonu Yokkute verront que très tôt, nous avions dit, dès les années 2008-2009, que nous allons travailler en pôle territoire, développer le Sénégal, tendre vers l'émergence à partir de nos territoires. C'est ce qui fait que je suis très heureux aujourd'hui de me retrouver à la tête de ce département stratégique et extrêmement important après avoir commencé à travailler dans la qualification de nos jeunes et également dans le système éducatif sénégalais qu'il fallait apaiser, il fallait améliorer les résultats. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de ces territoires qu'il faut développer. Je tenais personnellement à remercier les honorables députés pour la qualité de vos interventions. Des questions pertinentes, diversifiées et en profondeur. Et il n'y a pas eu d'ailleurs dans ces questions de polémique ou bien de partisans. Tous ceux qui sont intervenus dans le bon sens. Vous avez noté qu'il y a à peu près 36 ou 38 maires également députés. Je crois que c'est ce qui fait également que ces questions sont devenues extrêmement importantes pour nous. Il y a eu beaucoup de questions parce que vous le vivez en tant que maire et en tant qu'également député. Le ministre lui-même est maire en réalité. Vous remercier et dire que le Sénégal est dans cette dynamique de transformer durablement nos territoires. La vision du président est d'installer au Sénégal des territoires viables. Mais non seulement viables, mais compétitifs. Non seulement compétitifs, mais porteurs également de projets et de programmes qui développent notre pays. Alors, on a parlé de transfert de compétences sans transférer de moyens. Je crois que c'est très restrictif en disant ça. 9 compétences ont été transférées et à côté, plusieurs autres, beaucoup de moyens ont été transférés. Tous ceux qui connaissent l'histoire politique de la décentralisation au Sénégal savent que de 2012 à maintenant, tout ce qui a été fait et investi, il n'y a même pas de comparaison par rapport à ce qui avait été fait. On transfère des moyens, fonds de concours, 12,
18, maintenant on parle de 28 milliards, fonds d'équipement, la selle, les ristournes, le fonds minier. Le président ne s'est pas arrêté là. Parallèlement à ces transferts de fonds immenses et massifs, et régulièrement, en respectant nos engagements, chaque année, plus de 5 milliards sont encore augmentés dans les transferts. Et nous l'avons toujours respecté. Même cette année, nous l'avons respecté. À travers ça, d'autres leviers extrêmement importants qui accompagnent également cette décentralisation. Tels que, vous en avez parlé, je reviendrai, la fonction publique locale. Même si depuis des années on en parle, même si depuis les années 2011, à travers une loi, on a voulu installer cette fonction publique locale, c'est le président qui l'a réalisé et qui est devenu effectif. Le directeur général est là avec moi. C'est devenu une réalité. Cette fonction publique locale formera également les agents, on transfère des moyens, on forme les qualités humaines. Nous avons obtenu également, en termes d'agents nouveaux, plus de 140 également cette année dans la fonction publique, pour toujours accompagner donc notre promotion dans le développement de nos territoires. Mais on ne s'est pas arrêté seulement à transfert de fonds, que j'ai listé tout à l'heure, il y en a 5, mais tout ce que vous avez cité ici, le PUMA, le PUDC, l'ensemble de ces projets concourent à développer nos territoires. Sur un budget de 129 milliards qu'on vous propose, les 100 milliards pratiquement seront transférés. Donc c'est un accompagnement continu vers les collectivités territoriales. Alors, mesdames et messieurs, honorables députés, la question du développement de nos territoires appelle de notre part un travail extrêmement important parce que tout simplement nous partons d'un niveau extrêmement complexe où il y avait des disparités et nous voulons passer à un autre niveau où avec l'acte 3 de la décentralisation, on a réalisé ce qu'on appelle la communalisation intégrale. Il y avait des communautés rurales, des communes rurales, des grandes communes, des petites communes, et nous voulons harmoniser tout ça. Le président de la République a voulu, il a comme marqueur l'équité sociale dans les financements, dans les accompagnements, dans les programmes, quel que soit le programme, au niveau des filets sociaux. C'est ce qui explique d'ailleurs que même la selle, quand elle a été revue, dans ces réformes de la patente, on ne s'est pas seulement arrêté à ceux qui avaient le droit, on a dit non, le président a dit toutes les collectivités devraient avoir accès à un minimum. Il y a plusieurs députés qui disent que la selle, c'est ce qu'ils appellent le horomsi en réalité. Ils l'attendent et je crois que le ministre des Finances reviendra tout à l'heure sur la selle et sur les autres. Alors, il y a eu plusieurs questions. Par bloc, nous allons répondre. La première question la plus importante, c'est comment réformer notre état civil. Le projet lui-même en dit long, on dit Nekal. Quand on n'existe pas, il est très difficile d'aller à l'école. Quand on mène notre vie du début, donc à la naissance, jusqu'à la fin, le certificat de décès lui-même est important pour la suite. Donc c'est un secteur qui nous suit tout au long de notre vie. 18 milliards ont été injectés, mais il fallait faire un travail avec de vrais professionnels, un travail extrêmement complexe pour atteindre ce que nous avons vu dans les pays développés. Donc, ce projet nous donne en tout cas satisfaction. On est en train d'informatiser, numériser, mais surtout sécuriser nos données. Il ne suffit pas d'informatiser. Avoir un ordinateur informatisé, ce n'est pas ça que le président de la République a voulu faire. Il ne suffit pas tout simplement de numériser.
Ce n'est pas ça seulement qu'on a voulu faire. Il faut informatiser, numériser, sécuriser, ici, chez nous, pas dans un pays à l'étranger. Alors, des centres d'état civil, des centres qui étaient au niveau des sous-préfectures et autres, sont maintenant au niveau des collectivités. Et également, nous sommes en train d'installer des nouveaux centres secondaires. Nous sommes en train de faire de la proximité pour que chaque enfant, au moment où il est né, qu'il puisse avoir son document dès le départ. Mais on ne s'est pas arrêté là. À l'instant où je parle, plusieurs jeunes Sénégalais sont aujourd'hui à travers le monde allés vers nos Sénégalais, les compatriotes qui sont à l'extérieur. Ils sont dans nos bureaux consulaires, en train de travailler avec ceux qui sont là-bas, en Afrique centrale, en Europe, en Asie, en Amérique, partout où il y a des Sénégalais. Le travail extrêmement important qui a été fait au niveau national, on est en train de le faire au niveau de la diaspora. Parce que ceux aussi ont besoin donc des documents d'état civil. Donc c'est pour rassurer, honorable député que vous êtes, pour vous dire que ce problème très complexe, il est pris en tout cas à bras-le-corps par le ministère avec la volonté de son Excellence le président Macky Sall. On a terminé la première phase. On peut dire que dans la région de Dakar, pratiquement nous avons terminé. Nous allons le faire pour qu'en un temps beaucoup plus court, qu'on puisse être au niveau souhaité et voulu et décidé par le président. Notre objectif, c'est que chaque Sénégalais, partout où il est, et à tout moment, qu'il puisse avoir accès à ces actes d'état civil. Que je sois ici, si je veux avoir mon acte d'état civil, je ne suis pas obligé de retourner dans ma commune. Ça se fait ailleurs et nous allons le faire pour les Sénégalais. C'est notre ambition. Et toutes les conditions sont réunies pour que ceux également qui sont dans la diaspora ne soient pas obligés de se déplacer partout où ils sont, ils auront accès à leur pièce d'état civil. Ça, c'était un élément extrêmement important. Une autre question est revenue fréquemment. Elle concerne la grève des travailleurs, des agents des collectivités territoriales. Qu'on s'entende bien, vous êtes des élus, il y en a parmi vous des maires. Quand on parle d'un sujet, il faut d'abord le comprendre. Il faut savoir exactement ce qui se passe. J'ai entendu des maires nous dire « nous voulons que vous réglez le problème ». Des maires qui insistent. Mais ces agents, ce sont les agents des collectivités territoriales. C'est la libre administration. L'État du Sénégal accompagne la résolution de ce problème entre les collectivités qui emploient et les agents employés par les collectivités. Nous avons beaucoup fait. On nous a demandé qu'est-ce que vous avez fait. Plusieurs réunions avec l'intersyndicale, une commission mise en place qui est en train de faire un état des lieux. Pourquoi faut-il faire un état des lieux? On parle de 9000 agents. Mais dans la fonction publique locale, ce qu'on a comme document enrôlé et terminé, nous n'avons que 2900 et quelques. Alors les maires également, ils vont me dire, nous avons également d'autres agents. Il y en a beaucoup. Donc le rôle de l'État, notre rôle, c'est à partir de cette commission qu'on a installée avec l'intersyndicale, avec l'ensemble des gouverneurs, les finances, on est en train de faire un recensement général pour connaître combien d'agents existent d'abord. Alors, le député Barthélémy Diaz a posé une question. Il a cité un article d'une loi, l'article 29. Soit il ne connaît pas, soit il n'a pas voulu parler, mais l'article suit l'article 31, il ne l'a pas cité. L'article 29 est très clair. Toute augmentation dans la fonction publique d'État entraîne une augmentation dans la fonction publique locale. On est d'accord, l'article 29. Mais l'article 30 dit que c'est eux, c'est vous, c'est nous, les maires, qui devront donc faire face, payer donc ces salaires.
Mais l'État ne se dérobe pas. Je suis là, je participerai à la résolution de ce problème. J'accompagnerai et le gouvernement accompagnera les collectivités territoriales, les maires, accompagnerai les travailleurs pour qu'on puisse régler définitivement cette question. Ces agents jouent un rôle essentiel. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont dans les centres de santé, ils sont dans les écoles, ils font un excellent travail. Donc l'État accompagnera pour qu'on puisse régler définitivement cette question. Et ensemble, aujourd'hui, on est en train de faire un recensement pour dire voilà la totalité des agents que nous avons. Les collectivités auront le document, ceux qui peuvent payer tout de suite, ils payent les augmentations. Ceux qui ne peuvent pas seront également en relation avec le ministre des Finances. On va regarder quelle est la soutenabilité, quelle est la durée, parce que même dans la fonction publique d'État, les augmentations ont été étalées entre 2022, 2023 et 2024. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question extrêmement importante. Et franchement, je tenais à le dire haut et fort. Alors, la gouvernance également territoriale, elle est revenue, mais surtout le découpage. Ces questions de découpage sont revenues à plusieurs reprises. C'est une question donc d'aménagement de notre territoire. C'est vrai qu'entre communes, il y a beaucoup de difficultés. Parce que tout simplement, quand vous avez une commune et qu'on vous dit que cette partie va être rattachée par une commune à côté, ce n'est pas du tout facile. Il y a des zones dans le Sénégal où ils ont créé déjà des ententes, ça existe. Des pôles territoires que nous allons installer, ça va arriver. Mais avant ça, il fallait un travail scientifique de haut niveau avec des outils qu'il faut, qui permettent, avec l'ANAT, de dire voilà les limites des territoires. Mais ces limites sont faites. Ce travail technique, fouillé par des ingénieurs sénégalais de haut niveau, a été fait, de telle sorte qu'à l'instant où on connaît l'ensemble donc des limites qui existent aujourd'hui. Mais ce travail n'existait pas avant. On est parti de nos cartes du Sénégal, avant la colonisation, des anciennes cartes qui existaient, créer aujourd'hui nos cartes à nous, créées par des jeunes Sénégalais, des ingénieurs sénégalais. Un excellent travail a été fait. Nous avons aujourd'hui notre cartographie de toutes les communes, de toutes les collectivités du Sénégal. Maintenant, pour la mise en œuvre, pour les arbitrages qu'il faut, entre collectivités, vous savez que ça c'est extrêmement important. Il faut donc qu'on continue à travailler ensemble pour voir comment on va arriver à régler quelques problèmes ça et là. Tout à l'heure, vous avez parlé du marché entre Guédiawaye et Pikine, d'autres ont parlé d'autres collectivités. Donc, on va arriver à régler définitivement ces questions, mais c'est pour vous rassurer et vous dites ce qui devrait être fait a été fait. Et quand on aura terminé, on reviendra définitivement sur ces questions pour que ça soit totalement oublié. Je voudrais vous dire, pour vous rassurer, que les territoires qui sont donc des lieux fertiles à l'incubation de la territorialisation de nos politiques publiques sont vraiment au cœur de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous mettrons donc tout ce qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, non moins qu'ils soient humains, et également faire tout pour qu'on ait des leaderships forts au niveau de nos collectivités pour qu'ils restent au service de nos populations. Et plusieurs projets nous ont permis, en tout cas, de dire que le développement du Sénégal, l'émergement de notre pays, passerait nécessairement par l'émergence de nos territoires. C'est la compréhension, c'est la lecture qu'il faut faire de cette vision du président de la République qui nous permettra, en tout cas, d'atteindre notre objectif totalement défini. Alors, on est revenu beaucoup sur le statut de l'élu local. À un certain moment, d'ailleurs, quelqu'un a parlé de parité, en disant que je fasse appel au ministre de la Justice, honorable député. Mais on parle de parité avant même que le président Macky Sall accède au pouvoir. Mais en réalité, quand vous regardez cette assemblée, le président Macky Sall l'a réalisé, la parité existe ici. Hommes-femmes, totalement réalisée.
Dans d'autres institutions, Conseil économique, social et environnemental, vous l'avez vu, c'est respecté. Au Conseil des collectivités, c'est fait. Mais dans nos collectivités, la difficulté qu'il y a, c'est la loi. La loi reste la loi. Il y a des collectivités qui n'ont pas pu respecter cette parité. Pour plusieurs raisons. Soit que dans ces collectivités, tous ceux qui étaient candidats pour être dans le bureau ne sont que du sexe soit féminin, soit masculin. Premier cas. Deuxième cas, là où il y avait également les deux sexes, il arrive que la femme ou l'homme perde encore aux élections. Parce qu'il faut élire quand même. Donc, faut-il revenir dès le départ, comme ici à l'Assemblée ou ailleurs, vers une liste dès le départ pour les collectivités? Je ne sais pas encore. Mais toujours est-il que cette question, elle est prise en compte. Même si on refaisait encore des élections, comme c'est des élections qu'il faut faire dans ces bureaux, je ne sais pas ce qui va se passer quand encore une femme ou un homme se présente et qu'il perde. Ou bien quand il n'y a pas de candidat de notre sexe. Donc vous voyez la complexité de la question. Ce n'est pas une volonté de ne pas avoir la parité, c'est que la réalisation pour respecter cette volonté, elle est extrêmement difficile. Mais nous allons faire le maximum, comme vous l'avez dit. Nous avons reçu donc l'ensemble des courriers pour toutes ces collectivités où il y a des recours. Nous allons faire le nécessaire pour qu'ils voient, en relation avec le ministère de la Justice, comment faire pour qu'on puisse être en phase avec la loi, pour qu'ils puissent respecter. Mais reconnaissons qu'il y a quand même quelques difficultés. Alors d'autres sont revenus également sur les moyens de service. Ça, je l'ai précisé tout à l'heure en disant que nous avons eu beaucoup au niveau du DPDT, de notre direction DPDT. D'autres sont revenus sur le PNDL. Le PNDL est un puissant levier qui accompagne, qui est souple, qui est géré par les maires eux-mêmes. C'est en ce sens que vous l'avez adopté. Vous décidez ce que vous voulez, comment vous voulez le faire, où vous voulez le faire, et vous le faites. Alors, s'ils ont réussi à faire tous ces projets, il faut que je revienne sur le budget. Ce n'est pas seulement 1 milliard qu'ils ont. Dans le BCI, le PNDL a 1 milliard 101 millions déjà. Au niveau du FEC également, PNDL, ils ont 1 milliard 573 millions. Dans le FEC également, Intercom, 1 milliard 800. Dans le PACASEN rural, 1 milliard 500. Dans un des programmes PDZP, ils ont encore 714 millions. Donc ça fait donc un poids global de 6 milliards 7. Mais on va augmenter. C'est la volonté du président de la République. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en dehors de ce transfert massif dans nos collectivités, le président a mis en place d'autres leviers tels que PUMA, PUDC, etc. Tout ça pour aller vers la localité. Mais à côté du PNDL, on a parlé de PACASEN, qui est un vaste programme qui accompagne nos communes et nos agglomérations. Honorable député a dit, il semblerait, il ne sait pas si ça va s'arrêter. Non, ça ne s'arrête pas, PACASEN. Comme on dit, qui embrasse trop mal étreint. Bi ñuy commencé projet bi, le président nee na nañu jël pour le moment les 123 collectivités. 130 milliards lañ si def pendant 4 ans. Et ce projet est presque terminé. Hier, j'étais également avec nos partenaires AFD et Banque mondiale. On va prolonger encore 2 ans et on va encore aller au-delà. C'est parce que le président de la République tient à l'équité territoriale qu'il a décidé qu'il y ait également un autre PACASEN qui complète PACASEN également rural, pour que toutes les collectivités puissent avoir accès à ce programme simple, qui facilite, qui réalise des projets, où tous les maires qui ont eu à avoir le PACASEN sont très heureux et très contents de ce qu'ils sont en train de faire. Donc le président a décidé qu'on le renforce, qu'on le généralise, que toutes les collectivités puissent avoir accès au PACASEN.
Maintenant, au début, on avait dit PACASEN rural. Après, on parle de PACASEN urbain, maintenant PACASEN rural. Quand on aura fait les deux PACASEN, il n'y aura que PACASEN. Parce qu'il n'y a plus de rural ou de citadin, tout le monde aura accès au PACASEN. C'est notre ambition, c'est ce qui fait que dès maintenant, nous l'avons inscrit, en tout cas dans notre budget, pour vous dire qu'on est en train de travailler pour qu'on pérennise, en tout cas, ceci qui est extrêmement important. Les incohérences, on est revenu à plusieurs reprises sur ces incohérences. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va continuer, en tout cas. On va continuer, pour d'abord en se basant sur des données scientifiques au niveau de l'ANAT, et puis après des arbitrages politiques entre nous. Parlant de PACASEN, tout à l'heure, quelqu'un a dit que, parce que peut-être qu'on aurait perdu les villes, et dans ce cas, on dit, dans ce cas, on va aller vers le rural. D'abord, c'est restrictif. De deux, ce n'est pas la vérité. Et de trois, le président tient uniquement à l'équité. Quand il parlait de PACASEN rural, les élections locales n'existaient pas. Donc on ne peut pas faire référence à ça. Je crois que l'honorable député peut-être est allé très vite seulement en besogne, ou bien qu'il avait perdu de vue que les élections n'avaient pas encore eu lieu. Mais ce qu'il veut, le président de la République, c'est uniquement que toutes les collectivités puissent savoir, qu'ils soient rurales ou non. S'agissant du Chers collègues, vous n'avez pas la parole. Veuillez bien écouter. Maintenant, les critères du FDD. Alors, le FDD qui est en fond, ce fonds, effectivement, il y a eu beaucoup de critiques. On a dit qu'il faut améliorer, regarder quels sont les critères. Je vous rassure, on est déjà dans cette dynamique. On est déjà dans cette dynamique avec nos partenaires pour regarder comment encore revoir la répartition donc ce FDD. Il y avait effectivement des critères, plusieurs critères, une dotation minimale, la dépendance également d'un FDD d'une collectivité, les populations et également la pauvreté, toutes ces données donc par l'ANSD. C'est la même chose au niveau du FECT, où il y avait également des critères en partant des données réelles de l'ANSD sur le taux de pauvreté, taux de ruralité, la population, etc., etc. La selle VA et VL, je crois que notre collègue, mon collègue viendra tout à l'heure, il vous donnera la bonne nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les fonds de dotation et de concours ont été donc donnés. Je crois que ce qu'il faut retenir de notre gouvernement, de votre gouvernement, du gouvernement du Sénégal, c'est l'ambition de développer nos territoires. Développer nos territoires en y mettant les moyens financiers et en allant également au-delà. Mais en associant l'ensemble des acteurs. Tout à l'heure, il y a un honorable député qui disait que la journée de la décentralisation aura lieu le 8, elle aura lieu le 11, donc au Grand Théâtre. Ce sera également l'occasion d'échanger entre acteurs sur l'ensemble des politiques et de prendre également des actions, des décisions. Mais je crois que parmi ces décisions, le PACASEN rural, comme vous le dites, peut-être, je ne sais pas encore, et plusieurs actions. Donc la vision déclinée par son Excellence, depuis donc son accession à la magistrature, est de bâtir un Sénégal à partir de nos territoires. On ne le dira jamais assez. Cela s'est reflété vraiment dans le Code des collectivités territoriales, à travers la création donc de nos territoires, comme on l'a dit. Une fois qu'on aura dépassé cette étape, les pôles territoires, secondaires ou internationaux, seront installés et on va aller de l'avant. Maintenant, il y a la gouvernance territoriale également qui demande des formations, qui demande un financement extrêmement important. Mais comme c'est la volonté du président de la République, je crois qu'on va aller dans cette direction.
Pour un résumé de mon intervention, même si je n'ai pas cité honorable par honorable, je voudrais vous dire que beaucoup a été fait. Et j'ai constaté également que l'ensemble donc des axes d'intervention de vous, honorables députés, correspond exactement, nous également, à ce que nous avions décidé. Ça veut dire que nous sommes en phase. Vous avez parlé de l'aménagement du territoire qui constitue un instrument de promotion et d'un développement durable. Et vous avez parlé également de la nécessité d'augmenter les financements transférés. Vous n'avez pas dit, si vous regardez ce qui se passait dans les années 2007-2009, aujourd'hui les transferts que nous faisons sont triplés ou doublés. La modernisation de l'état civil vous est revenue, vous rassurez, vous dire que c'est une des priorités du président de la République, et également vous êtes revenu sur la mise en œuvre de la phase 2, et vous dire qu'avec ADEM, nous avons en tout cas diversifié nos actions. Vous les avez vues dans la banlieue de Dakar, quand il s'agit de projet 2, mais vous les avez vues à Saint-Louis, vous les avez vues également dans le relogement de 500 logements qu'ils sont en train de construire, mais vous les verrez également partout dans le Sénégal. Alors, l'orientation qui est donnée par le président, à partir de ce ministère, faire le maximum pour que au niveau de nos collectivités, la mission qu'on nous a donnée, qui est très simple, prendre tous les leviers nécessaires pour accompagner le développement de nos territoires, les accompagner en financement, les accompagner en formation, multiplier l'ensemble des agences et des organisations qui agissent pour le développement donc, de nos territoires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Cher Moustapha,